Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Martin. On se retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu particulier puisque je reçois François Pétiard qui est le directeur éditorial de Stratosphère mais également Wogomat, c'est ça ? Wogomat, alors en fait, oui, alors Studio Stratosphère, c'est le nom de mon entreprise. Oui. Et Wogomat est une marque déposée qui correspond uniquement au tapis de jeu. Voilà, donc on va parler de sujets qui sont un petit peu au-delà des simples boîtes de jeux dont on parle habituellement sur la chaîne. Et c'est un format que l'on fait assez régulièrement sur le canapé. On a un canapé là-haut, on reçoit les gens, on s'installe canapé. Très confortablement. Mais c'était pas idéal pour poser les tapis de jeu. Pour présenter les tapis de jeu, c'est parfait sur une table. On peut voir ces éléments-là. On va prendre un petit moment pour discuter alors des produits que tu as, mais également de ton histoire. Comment t'en es arrivé là ? Alors, comme tout le monde, on fait pas d'études dans le monde du jeu, donc évidemment j'avais un autre métier avant. Je faisais deux métiers, donc designer, produit et packaging. Donc je faisais des produits, de l'image autour des produits et des boîtes pour vendre les produits. Voilà, ça D'accord. C'était mon premier métier. Donc ça avait strictement rien à voir, c'était juste... strictement rien à voir, ça me sert bien aujourd'hui quand même. Ouais. C'était exclusivement dans le monde de la publicité, absolument. Et en fait, l'histoire, elle commence par les tapis de jeu, puisque j'ai commencé à être marchand de tapis avant d'être marchand de jeu. Elle commence en 2012, quand un copain qui sait que j'imprime sur des supports intéressants et qui est gros joueur de cartes Magic et autres, me demande de lui faire des tapis de compétition pour jouer aux cartes Magic. Voilà. Donc je commence sur un support qui n'est pas celui-là, qui est un vinyle assez haut de gamme, qui se met très bien à plat, qui s'imprime en très très haute définition. On fait un ou deux tapis comme ça, il fait des tournois, ça plaît bien, ça met une petite puce à l'oreille. Et puis je me réserve un emplacement, un beau salon français que tout le monde connaît, qui est le Festival des Jeux à Cannes. Oui. Voilà. Je réserve un stand avant d'avoir une gamme de tapis en fait, et une fois que le stand est réservé, je me dis que maintenant il va falloir en faire. Et donc je me pointe là-bas sur un tout petit stand avec mon beau-frère que j'embrasse, et avec des petits tapis sur vinyle pour jouer à Magic, pour jouer aux échecs, et des grands tapis de l'espace pour jouer à un petit jeu qui commence de faire un beau bazar, qui est X-Wing. C'était X-Wing. Exactement. Et pour lequel il n'y avait pas de support de jeu en fait. On jouait sur une table dont on délimitait les... Je crois qu'il fallait jouer sur un carré d'1 mètre par 1 mètre. 90, mais sans avoir les tapis nécessaires. Et en fait, donc on fait Cannes, on vend nos tapis. Ça a un petit succès intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui entendent parler d'X-Wing. On avait eu la bonne idée de caler un de nos tapis sous les figurines. Et puis il y a un monsieur que je cite toujours parce qu'il nous a propulsé grâce à ça, Guillaume Bouilleux, qui était donc commercial dans une autre entreprise, qui en achète un parce qu'il était responsable de la diffusion des figurines. Et puis quelques semaines après, il doit présenter ses figurines sur une chaîne qui faisait ton métier il y a quelques années déjà, la chaîne Trick Track. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Guillaume, il présentait notamment tout ce qui est Wargame sur cette chaîne-là. Exactement. Et il présente la nouvelle gamme de figurines. Il a l'excellente idée de sortir un tapis, on s'appelait plateaudejeu.com à l'époque. C'était la marque plateaudejeu.com. Il sort un tapis, Fall fait le relais avec grand plaisir, écrit un article. Et là, ça fait des connexions. C'est quelque chose qui est vraiment très recherché, les tapis. Parce que nous, même dans notre émission, j'ai très souvent des gens qui me posent la question, qu'est-ce que vous utilisez comme nappe ? Nous, de nappe en dessous. Donc nous, c'est une nappe qui est tout à fait quelconque. On a pris ça chez un marchand de tissus, tout simplement. On a pris de la suédine. Donc une nappe, mais c'est pas du tout la même qualité que ce genre de choses. Si je vous le raconte, c'est simplement que c'est une question que se posent beaucoup de joueurs. Beaucoup de monde a une table avec une nappe des fois vinyle sur laquelle on fait la cuisine et qui n'est pas du tout adaptée aux jeux de société. Jouer sur quelque chose comme ça change aussi l'ambiance qu'il y a autour de la table et le plaisir de jeu, tout simplement. Ouais. Et ben voilà comment l'histoire a commencé. En fait, le succès donc arrive par cette petite notoriété-là. Et puis après, la gamme se développe. On fait plusieurs tapis vinyles. On finit par passer sur ce matériau-là qui est encore plus haut de gamme, donc qui est un néoprène. La plupart des gens connaissent. On retrouve ça sur certains tapis de souris, dans des qualités juste un peu en dessous, mais c'est globalement le même matériau. C'est-à-dire du néoprène qui est traité pour être antidérapant. Ici un tissu polyester qui peut être imprimé en très haute définition, qui résiste à l'eau, qui résiste au café chaud, à la bière, à tout ce que l'on veut. Alors je ne sais pas si on le voit bien, parce que des fois on se pose la question, avec la vue du dessus, on se pose la question de la qualité de l'impression des dessins qui sont dessus, et on a parfois de mauvaises surprises, notamment sur des tapis pour X-Wing qui représentent l'espace. C'est parfois un peu pixelisé, alors peut-être parce que les éditeurs vont trouver des éléments sur internet qui ne sont pas tout à fait adaptés. Ici, je vous promets... On dessine tout en fait. Je vous promets que c'est très
C'est très fin comme trait. Il n'y a pas du tout de pixelisation, c'est de la bonne qualité. Bon, merci. Et on voit aussi sur la table des petites pistes 2D. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, les pistes 2D. Ça s'accroche avec des petits, comment on appelle ça ? Des petits boutons pression. Des boutons pression. Donc vous recevez ça directement à plat. Tu peux même le mettre en boule dans ton sac à main. Voilà. Si tu portes un sac à main. Et c'est pour lancer des dés. Tu nous fais la démonstration. Et ben voilà, ça permet de concentrer le lancer de dés au centre de la table, de ne pas faire que ça roule de partout. Ça s'emmène dans le sac. C'est bien pratique, ça se lave comme le reste des tapis. Et puis nous, dans la gamme des coloris, on a à chaque fois la piste de dés qui est assortie au tapis de jeu, donc ça permet de se créer une petite table de jeu assez cohérente et élégante. Là, on voit les modèles qui sont faits avec des couleurs qui vont dépendre aussi des goûts des joueurs. Oui. Je pense que Sylvain prendra celle-là, il joue que rouge. D'accord. Donc, il faudra obligatoirement ce tapis-là. Ben... Moi, je suis plus bleu. Est-ce que tu fais des éléments personnalisés aussi en fonction de... Absolument pas. Si. Alors, merci de poser la question. On a fait le choix, nous, d'une finition assez haut de gamme avec des bords qui sont tissés. Exactement, les bords qui sont cousus par surpiqûre, qui leur donnent une plus grande grip, c'est un peu plus élégant. C'est une manip qui doit se faire pour qu'on ait la meilleure finition possible, il faut qu'elle se fasse après l'impression. Donc à l'usine et tout ça. Donc pour faire simple, ça nous impose des volumes de fabrication assez importants. Voilà, pour avoir ce niveau de qualité. Qu'on n'ait pas de blanc sur les côtés, tout ça. Ah oui, tu fais pas sur demande, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc évidemment, si quelqu'un veut faire sa gamme de tapis, on sait le faire, mais quelqu'un qui voudrait en faire 5 ou 10 pour sa boutique, malheureusement, on ne le fait pas parce qu'on tient à ce que tout ce qui sorte des fabrications Wogamat soit toujours dans le même niveau de qualité. D'accord. Et ça implique d'en faire beaucoup d'un coup. Ouais. Donc oui, on sait faire, pour des éditeurs, ça nous arrive de travailler pour faire leur piste ou leur tapis, mais ça représente des volumes de 500 ou 1000 pièces à chaque fois. Donc moi, si je voulais faire des tapis à monde de jeu, par exemple, ça serait pas possible. Ce serait difficile. D'accord. Non, mais c'est-à-dire que ça serait pas très très rentable. Donc une opération particulière, ça nous arrive de faire des choses, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on veut développer parce que c'est difficilement rentable. Voilà. Ok. On a la chance de croiser sur notre route un distributeur qui appartient à la même mafia auvergnate que nous, c'est-à-dire qu'il est dans la même région que nous. Et donc on commence à rentrer dans les magasins de jeux avec cette gamme de tapis. Alors, pour la petite histoire, par BlackRock, hein, c'est ça. Ouais. En fait, on a commencé un petit peu de distribution directe, comme tout le monde. Au départ, on avait pas mal de tapis dédiés à un jeu particulier, on faisait beaucoup ça. On a fait le tapis Celestia, qui existe encore, et qui a un très beau succès, mais on faisait beaucoup le tapis spécifique. Et en fait, c'est justement le contact des joueurs au cours des salons à Cannes qui nous ont dit, mais nous, on aimerait s'en payer un, une bonne fois pour toutes, pour jouer à tout. Et en fait, c'est sûr que c'était plus glorieux d'avoir des belles licences, mais le rapport à un tapis sur lequel je peux tout faire et ça a fait la vraie bascule, parce que du coup, ça devenait vraiment intéressant pour les magasins d'avoir une gamme cohérente qui peut durer. Et en l'occurrence, là, on a des modèles qui durent depuis quelques années en magasin, puisque les gens mettent le prix dans un beau tapis et ils sortent tous les jeux dessus, quoi. Voilà. Bah oui. Et chez tous les joueurs, on a notre tapis qu'on sort assez régulièrement. C'est ça. Donc la boîte, elle s'est lancée en quelle année ? On va dire qu'à partir de 2013, moi je commence à faire une petite boutique en ligne dans mon coin, plateaujeu.com, puis Wogamat, mais c'est pas vraiment une structure, c'est du plus sur mon entreprise. Et je crée vraiment une société en 2016, le Studio Stratosphère. C'est mon épouse même qui l'a créé avec moi. Donc ça devient le Studio Stratosphère en 2016. Au départ, le Studio Stratosphère, c'est uniquement la marque Wogamat. Et puis, petit à petit, quand on a un pied dans le monde du jeu et qu'on aime ça, et que comme tout le monde, on a déjà créé quelques petites bricoles à droite à gauche, et puis que j'avais cette capacité à faire travailler des usines pour fabriquer des boîtes, des produits, et j'ai commencé à éditer un petit peu des jeux. Alors, au début, sur des circuits un peu à part Boutique XP, c'est les deux exemples que je montre là, où... Alors moi, j'aime beaucoup les licences, parce que c'est casse-gueule, il y a surtout eu des mauvaises expériences, donc je me dis il faut arriver à faire des choses bien. J'aime les licences, j'aime les jeux de sport, là aussi re-sujet casse-gueule, mais du coup si on fait quelque chose qui tourne bien, on sort du lot. Donc c'est des milieux qui m'intéressaient, donc c'est les deux exemples que j'ai amenés là, avec Rugby 15 qui est un jeu, un petit jeu de rugby, avec un tapis de jeu forcément, puisque c'est ma marotte, et là c'est un produit sous licence avec... la bande dessinée des Rugbymen chez Bamboo Édition. C'est un jeu créé avec mon ami Didier Dinché. Voilà. Oui. Donc tu l'as co-créé celui-là. Oui, absolument. On te voit indiqué on voit mon nom aussi dessus. Comme auteur du jeu. C'est ça. Donc c'est une bande dessinée qui fonctionne très très bien chez Bamboo. Ouais. Une bande dessinée sur le monde du rugby. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont très thématisées chez cet éditeur-là. Et c'est eux qui vous ont contacté ? Non, c'est nous qui les avons contactés. Et donc pour leur faire la proposition. Et en fait le jeu a eu deux vies. Il a été d'abord un encart dans une BD avec des cartes qui étaient vendues avec la bande dessinée.
Et moi j'aime beaucoup ça, quand le jeu se faufile dans des petits trous, Ouais. voilà, où il n'y en a pas forcément, où il y a des produits médiocres, et là c'était un vrai jeu développé pour eux. Et il a eu une vie aussi en boîte, avec un petit tapis, des cartes qu'on fait glisser sur le tapis. C'est pas très vieux ça, parce que je crois que Non, c'est pas souvenir très, qu'on très l'a vieux. annoncé il n'y a pas si longtemps que c'est ça pas très, en très vieux, sortie. ça doit avoir 2 ans dans sa sortie. Et puis là où moi j'ai bien aimé travailler avec Didier, c'est qu'on a un peu la même vision des jeux de sport, en disant voilà, on cherche pas à faire des simulations qui te font vivre chaque règle du sport, mais on cherche à retrouver les sensations du sport. Voilà. Et là, en l'occurrence, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment une équipe qui a le ballon, qui en pousse une qui ne l'a pas, et à un moment donné, l'autre arrive à le récupérer et pousse à son tour, et voilà. Et c'est ça, en fait, un match de rugby, finalement, c'est un jeu de marée, comme ça, un peu. Et c'est ça qu'on ressent. Ça se joue vite, c'est intense, et c'est un jeu de cartes. Exactement, des cartes sur un tapis. L'autre histoire un peu similaire, sport à licence, c'est les 24 heures du Mans. Là aussi, on est allé faire Toc Toc, ça c'est la boîte proto, donc elle est pas la plus jolie, mais c'est les cartes définitives. Là aussi, une licence, moi qui me fait vibrer, alors quand on n'aime pas le monde de l'automobile, on connaît pas forcément. Ah bah c'est le problème des jeux à licence, c'est Voilà. qu'en général il y a toujours des gens pour vous dire que ah ben non, moi le rugby ça m'intéresse pas du tout, j'y connais Exactement. rien, mais on s'adresse forcément à un public qui est intéressé par le sujet. Et là en l'occurrence on s'adresse au monde qui aime là il est 24 heures du Mans, puisqu'il est vendu essentiellement sur le lieu des 24 heures, le musée. C'est quand même un lieu qui brasse, en fait on mesure pas, mais à l'échelle mondiale, quand les 24 heures du Mans ont lieu, c'est 250 000 personnes sur le site. C'est une marque très très importante. Et le jeu de voiture de toute façon est beaucoup plus implanté dans le jeu de société que les thèmes comme le rugby, le football. On a du mal à faire des jeux qui attirent le grand public. Étrangement, les jeux de voiture, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de titres déjà, et il y a des spécialistes qui ne sont pas forcément fans de voiture, mais qui adorent ce type de jeu. Le principe de la course, c'est facile à comprendre, c'est facile d'attirer sur ce sujet-là. Voilà, et donc ça c'est pour... donc il y en a 2-3 autres comme ça, donc c'est pour ces petits mondes parallèles. Moi j'appelle ça les mondes parallèles, parce qu'évidemment un jeu des 24 heures du Mans n'a pas spécialement sa place dans des boutiques XP de jeux modernes, encore que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, je connais beaucoup de personnes qui sont intéressées par tous les jeux de voiture, quels qu'ils soient, au moins faire une partie et voir comment ça fonctionne. On va l'essayer. Moi j'en fais partie d'ailleurs, j'aime bien les jeux de voiture. Très bien, on l'essaiera. Et celui-là il n'est pas sorti encore, c'est ça ? Alors celui-là il est disponible uniquement sur le site dont je te parle, et puis là sur les mois à venir il va avoir une diffusion un peu plus large. D'accord. Où là on va commencer à éparpiller, parce que l'intérêt d'une licence aussi, c'est quand elle s'étale, c'est-à-dire eux ce qui les intéresse c'est que la licence soit vue dans des mondes où forcément les 24 heures du Mans ne sont pas extrêmement connus. Pour les boutiques qui nous regardent, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est distribué par BlackRock, ça sera distribué, alors c'est un autre réseau? Pour l'instant, il n'y a rien de signé, puisque mon seul distributeur aujourd'hui, c'est ce distributeur officiel des 24 heures du Mans, le circuit. Mais la discussion est ouverte. Voilà. Mon distributeur naturel sur une nouveauté, c'est BlackRock, voilà. Mais ils ne sont pas tenus de faire tout ce qu'on va fabriquer. Voilà. Celui-ci avait un autre parcours au départ, parce qu'il était diffusé exclusivement en librairie, puisque c'était sa vie en tant que... produit dérivé. Exactement. Et il a une petite vie en boutique de jeux aussi par MAD Distribution. Par MAD. Voilà, exactement. Voilà. Et celui-ci, Vélonimo, dont on va parler, là c'est BlackRock. Voilà, alors Vélonimo pour la petite histoire. À la base, l'étincelle, c'est encore une histoire de licence sportive, puisque dans la série, on va voir les licences, on était allé voir le Tour de France, voilà, pour faire le jeu du Tour de France. Enfin, un des jeux du Tour de France, puisqu'il s'est déjà fait des jeux sur le Tour de France, mais on avait envie de leur proposer quelque chose qui soit un peu dans l'esprit de tout ça, c'est-à-dire très accessible, jouable immédiatement, pas une simulation, mais en même temps pas un jeu médiocre qui se résume à un jeu de loi ou un jeu de cette famille, une vraie mécanique. On a signé la licence pour le faire. Il était même question de mettre en avant, je peux le dire maintenant parce que c'était confidentiel au départ, mais depuis il a été révélé, il y a une mascotte du Tour de France qui est arrivée depuis cette année, qui s'appelle Maxou, qui est un petit bonhomme sur un vélo. Et alors eux, ce qui leur plaisait, c'est qu'on mette en avant ce personnage fort, plus rapide que les autres. Et on est tous là, fermés chez nous, à se dire avec qui je vais bosser. Je pense à Bruno, avec qui on a collaboré une ou deux fois. Bruno, à qui on demandait à chaque fois qu'on le voyait, mais quand est-ce que tu nous fais un jeu sur le vélo, puisque c'est quand même ton domaine. Voilà, alors figure-toi, je l'appelle, je profite qu'il soit pas là, je vais pouvoir faire des trucs sur lui. Je l'appelle pour lui dire, écoute Bruno, je me dis que peut-être, dans tes cartons, moi j'ai cette licence, il faut sortir un jeu, faut le faire un peu vite, le Tour de France on sait pas, il va avoir lieu, pas lieu. Je me dis que tu dois avoir dans tes caisses des protos pas sortis, tu as forcément un jeu de vélo, là, qui est prêt à... Et il me dit, écoute, non, moi j'ai rien dans les cartons, je synthétise un peu, mais il me dit, j'ai rien dans les cartons, parce qu'en général, moi quand j'ai une idée de jeu, j'emmerde les éditeurs jusqu'à ce qu'ils finissent par le sortir. Donc j'ai rien qui reste au fond d'une boîte. Bon, ben j'ai dit, écoute, t'as peut-être pas le temps de te mettre à écoute, je vais y réfléchir, parce que la licence lui plaît. Et puis il me rappelle, mais très peu de temps après, il a pondu une mécanique, il me dit, voilà, pour mettre en avant un coureur particulier... alors c'est pas encore Vélonimo, c'est vraiment un personnage plus rapide, la bande de copains, et il me sort cette petite mécanique là,
C'est difficile de le tester, on est tous fermés chez nous. C'est le premier confinement, hein, le dur de dur, celui Oui. où t'as ta femme et tes enfants et c'est tout. Ouais, mais quand Bruno Catala vous dit j'ai une mécanique, Et j'y pense, donc ça on a tendance à lui faire confiance. Voilà, donc tu te dis faut essayer, machin. Bon, le Tour de France est repoussé, la sortie de la mascotte se fait pas, donc ça peut plus être ça. Et Oui, parce que là je vois aucune licence sur non, ce, non, il y en sur a ce aucun. genre. Ah non, Il y a c'est des pas un jeu de illustrations Tour de qui sont France. complètement créées Absolument. pour l'occasion. C'est juste un jeu sur le vélo. Et là, je lui rends hommage parce que c'est vrai qu'à l'époque où il m'a dit j'embête les éditeurs jusqu'à ce qu'ils aillent au bout, au fond de moi je me disais écoute, moi si je le fais pas, je le ferai pas quoi. Et puis il a fait pareil. Il a dit écoute, c'est pas parce que c'est pas le Tour de France, si c'est des animaux ça peut être rigolo, est-ce qu'on y va? Bon, moi j'ai ce réseau qui est un petit peu hors boutique. Les boutiques, j'y suis connu par les tapis. Les jeux en boutique, j'ai envie d'y aller, mais je suis pas prévu, je suis pas attendu. On est au mois d'avril-mai, Noël va arriver, bon, il est hors de question de sortir un truc. Et puis quand même, il me met l'eau à la bouche, donc écoute, j'essaye. Je lui dis, écoute, je travaille avec un illustrateur avec lequel je veux faire des projets autour des animaux. Je vais lui commander un dessin. Et je lui demande de me faire une vache sur un vélo, quoi. Et je lui dis, voilà, on va voir ce que ça... Et je reçois ce truc-là, et voilà, et à partir de là, le projet, il est... Tu peux plus ne pas y aller, quoi. Ouais, ouais. Alors, Une fois que c'est vraiment le dessin qui a déclenché tout. Super sympa. Ouais. Donc c'est Dominique Mertens qui est un illustrateur belge qui faisait que des albums pour enfants. C'est comme ça. Il a un nom de coureur cycliste. En plus. Complètement. Dominique Mertens, je le vois bien gagner une classique flamande. Ah oui. Et ça nous a collé ça à la tête et on s'est dit on ne peut plus ne pas y aller, quoi. Et après, je vais pas rentrer dans les détails. Les gens connaissent peut-être l'histoire d'Elonimo, mais comme il n'était pas question de lancer un grand tirage. Ça nous a un peu surpris, ça. Effectivement, quand le jeu est arrivé, on avait tous. Alors moi je suis dessinateur pour l'équipe, donc le sport de manière générale et le vélo en particulier, c'est un domaine qui m'attire tout particulièrement. L'équipe, ça appartient à Amaury. Oui, et Amaury, ce sont les organisateurs du Tour de France, entre autres, du Paris-Dakar et d'autres événements. Mais forcément, il y a des liens qui sont logiques et qui m'attirent particulièrement. Et puis j'aime bien le vélo de manière générale. Donc forcément, on avait envie d'y jouer. Et il y a eu un premier tirage qui nous a surpris parce qu'il n'est pas arrivé jusqu'à toutes les boutiques. C'est il y a ça. eu quelques boutiques qui l'ont distribué. Autre particularité, je vois, et tu vas sans doute en parler, c'est marqué fabrication française pour une boîte qui est très particulière. C'est un objet à part. Oui, c'était la volonté du départ pour pas... parce que moi j'ai la conviction que, comme tout le monde, c'est vrai que ce marché du jeu étant ce qu'il est, très engorgé, arriver au chausse-pied au moment de Noël avec quelque chose que personne n'attendait... entre la prise de risque que ça représentait, le fait qu'on était une offre parmi les autres, bon, j'ai fait cette proposition à Bruno, je lui rends encore hommage pour ça, ça fait beaucoup d'hommages à Bruno. Beaucoup trop, ouais. Donc c'est le dernier, c'est qu'il m'a accompagné quand même. Alors je pense qu'au fond de lui, depuis le début, il a le pif que cette mécanique-là va marcher, mais il m'a suivi là-dessus, je lui ai dit clairement, écoute, moi ce que je veux, c'est tenter quelque chose d'un peu hors du cadre, en disant, voilà, on fait une petite production locale, on le met en toute petite série, en diffusion dans quelques points de vente. Et en fait, si ça marche pas, d'abord, ça marchera, on fait que 500 boîtes, on finira par les vendre. Et puis comme ça, on se dit qu'on n'a pas pris trop de risques. Et puis si ça marche, ça va créer un engouement qui n'existe pas d'habitude, où il faut arriver à grand renfort de pub et tout ça. L'engouement, là, il était très très bien créé, il y a eu une attente, peut-être une petite frustration pour certains, de ne pas avoir suffisamment d'exemplaires. Est-ce que la production française, donc, qui a été, j'imagine, assez rapide, pour pouvoir avoir le jeu rapidement, est-ce que ça a aussi influé sur le petit tirage? Alors ça nous a permis de le faire déjà. Ouais. Ça règle la question, c'est-à-dire si tu ne fais pas une petite fabrication locale, on a tiré 500 boîtes. Ouais, c'est ça. 500 boîtes, alors la Chine on n'en parle même pas, et même l'Europe ils font ils rigolent et voilà. Donc ça nous a permis de le faire. Après le petit piège dans lequel on s'est trouvé, c'est que les 500 boîtes se sont vendues pour tout un tas de raisons, fabriqué France, nom de Bruno Catala, exclusivité, tout un tas de paramètres qui font que ça se vend très bon jeu. Voilà, et très bon jeu. Très bon jeu, avec un excellent bouche à oreille. Donc 500 boîtes, c'est rien pour un jeu comme ça, qui a créé une attente. Ouais. Et par contre, ensuite c'est BlackRock qui a dit ok, nous on veut le faire. On veut le faire en boutique. Il y a des boutiques qui sont manifestées. En fait, je sais pas si on l'a précisé, mais il n'a été vendu que dans 5 magasins. Oui. C'était ça. Les 500 boîtes ont été diffusées dans 5 magasins répartis dans toute la France. Et chacune a vendu ses 100 boîtes. Ça va le plus rapide les a vendus en 10 jours. Et celui qui les a vendus le moins vite, je sais pas, il a dû mettre 1 mois et demi, quoi. Ouais. Donc c'était exceptionnel. Mais c'est à double tranchant, ça. Il n'y a pas des boutiques qui du coup ont été frustrées et du coup. On a vraiment expliqué l'histoire. C'était pas un mode PlayStation. On vous sort la PlayStation, on vous crée la frustration. C'était de toute façon, on voulait pas en faire plus. Et peut-être que c'est une histoire d'un jour, quoi. Et puis le jour où ça a été, où BlackRock a dit voilà, les magasins le veulent, nous on y va, on vous suit. Et là, la grande question qui s'est posée, c'est punaise, on a raconté une jolie histoire. En plus, on avait filmé les étapes de fabrication, ça avait beaucoup plu, ça avait participé au buzz.
On s'est dit, si on revient demain avec une boîte qui est rentrée dans un circuit industriel classique, est-ce qu'on continue de raconter une histoire aussi intéressante? Et donc on a fait le choix de continuer de le fabriquer en France, y compris pour le grand tirage. Avec donc un surcoût de fabrication nécessaire Colossal. par rapport mais non, mais par rapport à une production en Chine, c'est pas le même coût, on le sait tous. Oui. Il faut être prêt à gagner 2 fois moins d'argent sur une boîte. Voilà, donc... Mais en même temps, moi, je pense que ça participe. On a filmé de façon encore plus poussée et on a fait beaucoup de vues là-dessus. Évidemment, c'est pas ça qui fait vendre la boîte au complet, mais c'est une convergence de phénomènes. Et puis voilà, l'histoire, elle était chouette avec ça, et c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence qu'il fallait continuer comme ça. Et puis moi, ça me permettait de travailler avec les gens que je côtoie depuis une dizaine d'années, que les imprimeurs, les fabricants de boîtes locaux, voilà. L'histoire est chouette aussi grâce à ça. Voilà. Donc il est toujours fabriqué en France. Fin de l'histoire, le jeu est donc ressorti, c'était en février, quelque chose comme ça. C'était le 19 mars. 19 mars. Voilà. Il est ressorti donc très largement cette fois-ci, avec un tirage beaucoup plus ambitieux. Oui. Combien de tirages, on peut le dire ou pas? Ouais, on peut le dire. En fait, il s'en est vendu depuis qu'il est sorti le 19 mars, il s'en est vendu 7000 boîtes. Ouais, donc c'est déjà un beaucoup plus gros tirage. Et nous, tous les mois, on fait un classement. Donc, quand je reçois un éditeur, vous le savez toujours, ce sont des vidéos qui sont réalisées en partenariat avec l'éditeur. Il se déplace, il participe au financement de cette vidéo. Donc, on hésite à dire qu'un jeu, on l'adore, parce que forcément, vous allez vous dire, on est payé pour ça. C'est pas du tout le cas. Tous les mois, on fait un classement de nos jeux préférés. Et sur le mois de mars, notre jeu qui arrivait en tête, aussi bien chez Sylvain que chez moi, c'était Vélonimo. Et c'était le cas également des gens qui ont regardé la vidéo. Donc, on va pas changer notre avis maintenant. Hein. C'est vraiment un jeu qui a séduit les animateurs d'un monde de jeu, mais également le grand public, puisqu'il a remporté tous les votes, puis avec pas mal d'avance sur les autres jeux ce mois-là. Un vrai succès d'estime, on peut dire ça comme ça, indépendamment du succès de vente qu'il semble connaître, parce que 7000 exemplaires depuis mars, c'est pas mal. C'est très bien. C'est très très bien. Après, comme je dis toujours, alors je profite qu'il y ait une vidéo avec beaucoup d'audience, mais ça a créé un petit effet sur la fabrication France en disant, bon bah voilà, il faudrait que tout le monde le fasse, quoi. Pourquoi tout le monde le fait pas? Et donc je temporise toujours un peu les ardeurs en disant, non, tout le monde ne peut pas le faire. Sachez que tous les éditeurs rêvent de le faire. Je veux dire, n'importe quel éditeur rêverait de faire son jeu en France. Voilà. Personne prend plaisir à attendre 3 mois son conteneur et tout ça, à savoir que qui est bloqué dans le canal de Suez. Non, bien sûr, tout le monde aurait envie. Il faut savoir que le succès était une condition, c'est-à-dire si ça fait pas ce genre de tirage-là, il faut pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas rentable. Et ça le devient si c'est un vrai beau succès. Il n'y a pas la place pour faire des succès sur tous les jeux. C'est un jeu qui n'est pas très très cher aussi, donc je veux dire... Et c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Si on va au-delà du jeu de cartes, on a d'autres problématiques techniques qui font que... Donc je ne veux pas que ça devienne le porte-étendard d'un phénomène qui est quand même difficile à diffuser, qui bouge. Voilà, c'est une petite part à l'édifice qui fait que peut-être un jour la fabrication France est en train de se développer et c'est bien. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait des étincelles dans les yeux en disant tout peut se faire comme ça. Voilà, c'est pas si facile que ça. Voilà. Et ça explique aussi l'histoire du jeu, le fait qu'il soit passé par différentes étapes, avec un tirage beaucoup plus confidentiel au lancement. Est-ce qu'il y aura des suites à Vélonimo? Alors, ça m'embête de faire l'annonce parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais là où c'est rigolo... Non mais si, je vais te dire quand même, et puis au final, ça se fera pas. Ce qui est rigolo, c'est que, bon, comme je l'expliquais, ça devait être le jeu licence Tour de France. Ça ne l'est pas. Nous, par ailleurs, on est en train de travailler sur le jeu du Tour de France, qui sera un jeu qui n'aura rien à voir et qui sortira par ailleurs, qui sera un jeu de dés, donc vraiment une autre mécanique. Mais là où c'est drôle, c'est qu'il va sans doute y avoir une version Vélonimo autour de Maxou, la mascotte. La fameuse mascotte. Commandée par le Tour de France, qui va vouloir... Parce que du coup, comme l'histoire est belle, le produit est beau, l'histoire qu'on raconte Made in France, et ben sans doute que ça va devenir quand même un produit support de Maxou. Et là, la boucle est bouclée et c'est une super histoire, quoi. On ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe chez les décideurs. Hein. Moi, j'ai aucune idée, parce qu'il y a des aspects qui sont commerciaux, qui sont réfléchis. Mais par contre, ça serait une très bonne idée de la part des organisateurs du Tour de France de se consacrer aussi à un jeu qui est bon. Oui, le fait mais ça sera symbolique, derrière, tu vois, ça va être du produit cadeau, il va pas y avoir un grand tirage, je sais même pas s'il sera vendu, mais il va exister. Et je trouve que voilà, c'est chouette. Je vous souhaite et je leur souhaite de créer quelque chose autour de ça. Ça serait quand même... C'est plutôt mieux que d'avoir des jeux comme on les trouve parfois dans les stations-service, où le jeu n'est qu'un prétexte. Là, on a quelque chose de vraiment solide derrière. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as sous le coude, des envies notamment de continuer à faire de l'édition qui arrive dans le réseau des boutiques spécialisées? Alors, réponse oui. Je vais être très honnête, on était sceptiques sur... cette histoire nous convainc que vraiment la puissance du réseau des boutiques, parce que c'est un paramètre qu'il faut mettre aussi, c'est-à-dire qu'on raconte une belle histoire, on la filme, les gens partagent,
On a le nom de Bruno Catala qui est quand même pas rien, on a une vraie belle mécanique, et puis on a des magasins qui s'en emparent, parce qu'ils ont aussi sacrément joué le jeu. Et donc on se rend compte que ce réseau-là, dont on dit parfois quelle est encore sa durée de vie, comment il affronte les gros et tout ça, quand il décide de porter un projet, voilà, c'est porté. Et en même temps, je me dis, voilà, on a raconté une histoire tellement spécifique, je crois que si on devait refaire des choses, on essaierait toujours de trouver quelque chose qui est un petit peu hors cadre, quoi. Oui, t'as pas besoin de faire 3 jeux par an, en disant il faut absolument qu'on les vende, tu cherches voilà, d'abord les projets. Si, raconter. Je te dis pas que je referai systématiquement du Made in France, même si je prends un pied phénoménal à ça. Et ça va au-delà des convictions, si tu veux, on a tous des convictions, mais c'est aussi un plaisir de travail qui est différent. Voilà, de côtoyer les gens, d'être là, de pouvoir emballer quelques boîtes toi-même. Donc si on y revient, ce sera avec des projets un petit peu comme ça, farfelus, parce que c'est un projet farfelu au départ. Bah écoute, je te remercie de nous avoir présenté tous ces éléments. Si vous aimez bien les jeux de sport, donc ces deux-là, ils sont disponibles. Oui. Les autres, tu me dis que sur le site, on va pouvoir le trouver. Alors sur Studio Stratosphère, on peut suivre l'évolution et la sortie du jeu. Voilà, il sera prochainement. Alors on est en discussion pour de la distribution plus large. Donc effectivement, si tu as des gens intéressés, ils peuvent me contacter. Et c'est vrai qu'il a commencé dans sa petite bulle interne au circuit des 24 heures, mais il est amené à diffuser. Et pour même te dire des choses, on est même amené à travailler encore avec cette licence parce qu'il y a de très belles choses à faire avec. D'accord, bah moi je n'ai pas joué celui-ci, donc on le laissera plus tard. Mais je suis impatient de le découvrir. Et donc les tapis, on va vous mettre les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir directement accès au site internet pour... Et il faut les acheter en magasin. Ah bah si vous voulez les acheter en magasin, mais également... parce qu'en plus on arrête de plus en plus nous de les diffuser en direct parce qu'on... Ben, on le fait à chaque vidéo, on met un lien dans la description de nos vidéos, toutes les vidéos où on présente un jeu, vers le réseau des boutiques ludiques. Donc vous pouvez trouver la carte et trouver la boutique qui est proche de chez vous. Vous leur demandez ces tapis de jeu, elles peuvent te contacter si elles ne les ont pas encore. Ben, merci beaucoup François. Et ben merci Martin. Et puis nous on se retrouve donc pour une deuxième vidéo sur Vélonimo spécifiquement, on va vous l'expliquer, on va y jouer. Et puis je vais gagner la partie, très probablement. En tout cas, Bruno ne doit pas la gagner, ça on va est essayer que Bruno ne gagne pas. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, on peut cliquer sur le petit j'aime, à vous abonner à la vidéo, à activer la petite cloche qui est en bas. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo où on fera les marchands de tapis éventuellement. Avec grand plaisir. Ou alors sur une présentation de jeu comme on en fait très souvent. À bientôt. À très bientôt.